Aujourd'hui, on va regarder comment on va se défendre contre les cyberattaques. Alors, peut-être que vous êtes rendu compte, mais depuis qu'il n'y a plus d'argent dans les banques, si vous êtes allé dans une banque retirer de l'argent, vous êtes rendu compte que c'était pas leur métier, parce qu'ils vous en proposent souvent pas. Eh bien, en fait, les voleurs, les criminels, ils sont allés vers le digital, puisque c'est là que maintenant circule l'argent, et donc la cybercriminalité s'est développée très fort pour arriver à soutirer de l'argent d'entreprises, de particuliers, en utilisant les moyens du cyberespace, comme on disait il y a quelques années. Et là, on est dans une explosion de l'insécurité numérique. Et donc, comment est-ce qu'on va enfin prendre des mesures pour mettre ça au carré ? Alors on pourrait se dire, ouais mais Internet, tout ça, ça existe quand même depuis longtemps, parce que ça existe depuis les années 90. Aujourd'hui, on est bien 40 ans plus tard. Comment ça se fait qu'on n'ait pas plus réagi à tout ça? Eh ben, en fait, ça prend du temps. Ça prend du temps pour prendre la prise de conscience, et surtout, ça prend du temps pour mettre en place l'arsenal juridique qui va permettre aujourd'hui aux États de s'assurer que le fonctionnement de l'économie peut-être continue, quelles que soient les circonstances, que les cyberattaques ne mettront pas en péril la continuité des services qui sont nécessaires pour la population et pour l'État. Et tout ça, ça s'est fait avec des retours d'expérience et des retours d'expérience douloureux. Quand je parle de retour d'expérience douloureux, c'est que nous et vous tous, on l'a subi. Aujourd'hui, il faut qu'on ait une prise de conscience qu'on vit dans un monde qui n'est pas en sécurité, qu'on n'est pas en sécurité dans les actes quotidiens qu'on réalise avec nos téléphones portables, avec notre ordinateur, et que le montant des cyberattaques devient tellement important et tellement contraignant que maintenant il faut finalement agir. Et ça, il y a quelque temps, tout le monde s'en foutait. La légende du gentil hacker qui fait ça et qui est rigolo et qui est aussi une sorte de Robin des Bois. Bon, ça vient un peu de l'histoire, on va dire, de la culture populaire. Wargame dans les années 80, qui était un film qui a beaucoup fonctionné, qui était très romantique, on va dire. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, ce sont des bandes organisées qui ciblent des entreprises, des particuliers, des organisations qui veulent retirer le maximum d'argent et faire le maximum de dégâts. Quand c'est piloté par les États dans le cadre d'une guerre électronique, c'est encore plus violent. Et aujourd'hui, on est dans cette économie, c'est-à-dire que si vous vous sentez en sécurité chez vous le soir, dites-vous que pendant ce temps, la guerre économique et la guerre cyber entre la France, la Russie, la Chine et d'autres pays, elle est active. Et en fait, on est déjà attaqué et on doit déjà se défendre. C'est pour ça que l'État a créé des nouvelles armes. Quand je dis armes, c'est au sens militaire du terme. C'est pas des armes comme des fusils ou des pistolets. C'est dans l'armée française, il y a l'armée de terre, il y a l'armée de l'air, il y a la LAT, et il y a une nouvelle arme qui est une arme qui est pour la défense cyber, et qui cette arme-là est spécialisée dans la défense du sanctuaire sur l'aspect cyber. Au niveau de l'arsenal juridique, il y a un texte qui est en train d'être entré en vigueur, une directive européenne qui s'appelle Nice 2. Et en fait, qu'est-ce que l'Europe s'est rendu compte? Il faut que, quel que soit le type d'attaque, l'économie continue de fonctionner. Quand je dis l'économie, c'est au sens large, c'est-à-dire la société continue de fonctionner. Il faut que, pour que ça puisse se produire, il faut que les gens en préventif soient déjà prêts à ce type d'attaque et qu'ils aient mis en place des outils qui leur permettent, même si un des canaux est bouché, on va dire, de fonctionner sur un autre canal. Et ça, aujourd'hui, que ce soit les entreprises ou que ce soit les collectivités, l'État, personne n'est en mesure d'assurer qu'ils ont clairement mis comme ça, à part quelques exceptions, bien sûr, qui étaient déjà concernées par le précédent texte. Et donc, on va regarder un petit peu ce que ça veut dire. Alors, la directive européenne, elle définit des activités qui sont importantes, des activités qui sont essentielles. Bon, c'est histoire de faire une nuance. Globalement, les deux sont importantes et les deux sont essentielles. Et donc, il y a une liste qui est définie, que ce soit l'énergie, l'alimentation, les transports, les collectivités, l'État. Ces organismes, publics ou privés, quelles que soient les circonstances, ne doivent jamais s'arrêter.
pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je vais me placer sur le plan numérique parce que c'est ma spécialité. Je vais pas parler d'autres sujets. Donc, définir un plan de protection des risques. Aujourd'hui, très peu d'entités ont évalué quels étaient les risques auxquels ils étaient exposés et en cas de risque, quelles étaient les parades qu'ils devaient mettre en place. Donc ça, c'est un. Deux, développer les redondances nécessaires pour pouvoir fonctionner si un des systèmes est arrêté. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les plans de reprise d'activité, les plans de continuation d'activité. 3, crypter, sécuriser les données, les mots de passe, etc. de manière hard, dure, pas simplement de dire oui, j'ai quelques fichiers cryptés de temps en temps, c'est tout l'ensemble, du début à la fin, est engagé sur cette voie-là. Donc on est quand même très très loin d'être arrivé à cette situation. Les grandes villes, les grandes collectivités, les grands établissements opérateurs de l'État n'ont pas aujourd'hui de redondance de leur système qui leur permet de résister à une attaque très longtemps. Et si l'attaque se révèle fructueuse, le système sera arrêté plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Prenez l'exemple de la ville de Lille qui a été attaquée en mars et qui a toujours pas fini aujourd'hui, quand je tourne ça au mois de juillet, de reprendre son activité normale. Quand on dit qu'il y a des mesures qui doivent être prises, il y a une autorité de contrôle. L'autorité de contrôle en France qui a été définie, c'est l'ANSSI. L'ANSSI devra contrôler que les collectivités, les villes, les opérateurs de l'État qui sont soumis au NIS 2 et donc qui sont dans ces fameuses listes auront mis en place ce que j'ai décrit tout à l'heure. Il y aura des pouvoirs de sanction qui sont définis, donc c'est pas il y aura, c'est qu'ils pourront en prendre, mais ils sont déjà définis. Et donc je dirais que NIS 2, les sanctions, le niveau de sanction, le mode de calcul de sanction est aussi contraignant et important que pour le RGPD. Donc pour ceux qui ont déjà été confrontés à ça, vous savez que le RGPD, pourquoi ça fait beaucoup parler? Parce qu'il y a des risques de sanctions très forts, sinon on s'en fout en vrai. Donc à partir de là, ça sera pareil pour NIS 2. Très très forte sanction pour les entités soumises qui ne respecteraient pas les prérequis pour être dans une des listes et donc soumis à son application. En France, tous les décrets seront passés d'ici le deuxième semestre 2024, donc c'est très bientôt, c'est dans moins d'un an. Dans une première approche, on considère qu'il y a 600 entités stratégiques, donc vitales, importantes en France, qui sont concernées directement par NIS 2. Le gouvernement, par décret, d'ici 2024, pourra élargir cette liste ou préciser cette liste. Concernant les entreprises, c'est les grandes entreprises, mais aussi des petites entreprises stratégiques, sur les activités qui sont définies comme étant indispensables, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a aussi les collectivités au niveau régional, tel que c'est défini dans la directive. C'est pas très clair parce que le régional n'est pas la même notion dans toute l'Europe, donc l'État devra préciser. Et ça veut dire que les grandes métropoles, les régions, les départements, les centres d'incendie et de secours et un certain nombre d'opérateurs de l'État devront se mettre en conformité. Comme je disais, aujourd'hui, on n'est pas tout à fait au résultat. Quelque part, pour se mettre en sécurité de manière fiable, ils devront revoir leur système d'information, qui est aujourd'hui un système tourné vers l'intérieur et qui, de fait, devra s'externaliser, car personne aujourd'hui n'a les moyens en interne et en propre de sécuriser au niveau maximum son système d'information sans confier l'ensemble des données à un partenaire externe qui le mutualisera avec un certain nombre d'autres acteurs. Je prends un exemple très simple. Si vous avez 2 millions d'euros, il est plus sûr de le mettre à la banque que de le garder sur votre matelas. Vous comprenez bien pourquoi je donne cet exemple. C'est évident que vous pourrez jamais sécuriser votre logement comme une banque peut le faire avec les moyens dont elle dispose et les locaux dont elle dispose. C'est exactement pareil pour les données.